Overview. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch dédiée à la Z500. Donc la Z500, c'est la sécurité dans Azure. Donc le titre de cette certification, c'est l'Azure Security Engineer. On verra qu'elle vous donne les 2 étoiles sur les 3 possibles gagnables chez Microsoft. Cette session Twitch va aborder les identités et les accès. On verra qu'il y a 4 modules différents dans cette certification, dans cette formation. Donc le module Identity and Access va concerner l'Azure AD, les identités hybrides. On va parler de Azure Identity Protection, de Conditional Access, d'Access Review. On va parler de Passwordless ensemble, de PTA, d'ADFS, de PHS, bref, tous ces termes-là qui peuvent vous paraître un peu flous au début, normalement, à la fin de cette session Twitch, devraient être beaucoup plus clairs pour vous. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai dès que je jetterai un œil sur le chat. Et puis ce que je vous propose, c'est que on attaque concrètement. Donc, session dédiée aux identités dans le cloud. Donc on va parler Azure Active Directory, vous en doutez bien, et de leur accès, bien entendu. Cette certification, elle fait partie de ce qu'on appelle les certifications role-based. Alors, c'est quoi les certifications role-based? C'est des certifications qui sont avancées. Les certifications fondamentales, c'est tout ce qui est AZ900, AI900, DP900, etc. Tout ça, c'est les fondamentaux d'Azure. Alors que dans les role-based, dont fait partie la Z500, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Qu'est-ce que la sécurité dans Azure? Comment l'implémenter? Au travers de quels services? Ça va être aussi comment monitorer mon infrastructure, comment déployer un SIEM, un SOAR type Azure Sentinel par exemple. Bref, tous ces sujets-là font partie de l'AZ500 qui est vraiment une certification qui est très orientée architecte sécurité ou au moins ceux qui vont auditer la sécurité de leur infrastructure qui est déployée dans le cloud. Donc cette formation, elle est souvent suivie par ceux qui sont responsables de la sécurité du système d'information dans une entreprise. Un autre point aussi, c'est que si vous obtenez cette certification, vous allez avoir les 2 étoiles que j'appelle du général, mais vous pouvez aller encore plus loin dans Azure et obtenir les 3 étoiles liées à la Z305 et la Z104. Donc, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube les replays de la Z104 et la Z305, mais la Z500 est vraiment liée à la sécurité dans Azure. Donc, ça vous donne un aperçu de comment implémenter cette sécurité, mais de mon point de vue, il faut avoir suivi la Z104 pour bien appréhender les concepts expliqués dans la Z500. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Z104, vous allez avoir des fondamentaux sur le compte de stockage, le réseau virtuel, l'Azure Active Directory, etc., etc. Et ces fondamentaux, vous allez les approfondir en termes de sécurité dans la Z500. Donc quand j'étais formateur chez Microsoft, dans notre équipe, ce qu'on conseillait souvent aux stagiaires, c'est de commencer par la Z104 et ensuite d'attaquer la Z500, la Z400 pour tout ce qui est DevOps, la Z305 pour tout ce qui est architecture, mais d'avoir un socle commun qui était la Z104. Alors justement, cette AZ500, elle se décompose en 4 parties, en 4 zones à connaître pour passer la certification. La première partie qu'on va aborder aujourd'hui, on va l'aborder, c'est-à-dire on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il nous faudrait plusieurs heures, donc on va la découper en plusieurs sessions Twitch, mais la première partie, elle va concerner l'identité et les accès. Donc l'identité, la gestion des identités, qu'elles soient en provenance de l'Active Directory on-premise ou qu'elles soient créées depuis l'Azure Active Directory, et les accès de ces identités aux informations, aux systèmes d'information qui sont déployés dans Azure. Donc concrètement, on va parler de modèle airbag. Ce modèle airbag, on va le retrouver sur les abonnements Azure, mais on va aussi le retrouver dans l'Azure AD. On verra qu'il y a 2 types de rôles liés aux abonnements Azure et liés à l'Azure AD. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de la sécurisation des réseaux. Donc là, on parlera par exemple de DDoS, de protection DDoS. On verra qu'il y a un service qui vous permet de protéger vos IP publics d'attaques DDoS en provenance par exemple d'Internet. On parlera aussi de NSG, on parlera d'Azure Firewall. Bref, tous ces composants de sécurité vont être détaillés dans le Secure Networking.
Troisième partie, Secure Compute Storage and Database. Alors cette fois, on va parler de la façon de sécuriser vos machines virtuelles, par exemple au travers de Just-in-Time Access, comment sécuriser les comptes de stockage, là aussi au travers de SAS, SAT, etc. Et comment protéger vos bases de données SQL qui sont managées par Microsoft au travers de différents services Azure comme le data masking, qui est le fait de, une fois que j'ai requêté ma base de données, si la requête demande des informations confidentielles, par exemple votre numéro de carte de crédit, etc., il va renvoyer une réponse tronquée de vos numéros de carte de crédit. Bref, tous ces sujets-là seront abordés dans la troisième partie de la Z500. Et la dernière partie, on va parler d'Azure Monitor, on va parler de Defender for Cloud et surtout d'Azure Sentinel, qui est le SIEM et le SOAR déployé par Microsoft dans Azure. Donc Managed Security Operation, la dernière partie de la Z500, Monitor, Defender for Cloud et Sentinel. Voilà les 4 parties qui vont être couvertes durant les différentes sessions de Twitch. Alors, si maintenant on va regarder sur Internet rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans la Z500 ? Je vous envoie le lien dans le chat, mais concrètement, dans la Z500, on voit que les candidats à cet examen supervisent la sécurité des ressources dans les environnements Azure, gèrent cette sécurité, voire l'implémentent. Et tout ça dans une logique de multi-cloud et hybride. Alors ça, c'est important parce que vous allez voir que Defender for Cloud, par exemple, est multi-cloud et que Sentinel a des connecteurs qui peuvent être raccordés à du AWS, par exemple. Et puis, quand on vous parle d'hybride, on vous parle d'identité hybride. Qu'est-ce qu'une identité hybride ? C'est une identité qui a accès aussi bien à des infrastructures on-premise que des infrastructures dans le cloud Azure. Donc on verra qu'il y a différentes manières de synchroniser vos identités on-premise dans le cloud Azure au travers de l'Azure AD et d'un logiciel qu'on appelle l'Azure AD Connect. Les ingénieurs de sécurité Azure collaborent avec les architectes, les administrateurs et les développeurs pour implémenter les solutions de sécurité. Donc vous voyez, on est vraiment dans une logique de « je suis ingénieur de sécurité », que je fasse des audits, que j'implémente ou que, bien entendu, je gère la sécurité au quotidien, cette formation, d'une certaine façon, elle est faite pour moi. Alors, pour pouvoir obtenir la certification, il faut avoir un score de 700. Alors, de mémoire, je l'ai passé il y a quelques années, la Z500, mais globalement, vous devez avoir une cinquantaine de questions à choix multiples, avec quelques exercices. Donc, il faudra choisir la meilleure réponse possible, etc. dans la Z500. Et donc, si vous avez 700 points sur 1000, vous obtenez tout simplement la certification. Donc, le coût de l'examen est de 165 €. Alors, on vous dit que les langues de passage, vous voyez, vous avez par exemple le français. Je vous conseille fortement de passer en anglais la Z500. Je vous le conseille fortement parce que parfois les traductions sont très approximatives. Donc faites-moi confiance si vous le pouvez, si vous vous sentez. Je sais que certains ont un niveau d'anglais un peu faible. Même là, vous verrez que vous retrouverez des termes beaucoup plus intuitifs dans la version anglaise de Assertif que dans la version traduite en français. Sachez aussi que vous pouvez faire l'acquisition d'un test pratique MesureUp. Donc ça vous permet d'avoir une idée du type de questions que vous aurez à l'assertif. Encore une fois, ça ne vous donne pas les vraies questions que vous aurez à l'assertif, mais le logiciel proposé par MesureUp va vous donner une idée du type de questions que vous aurez. Quand vous passez la Z500, vous avez une pondération en termes de score à obtenir au niveau des différents modules dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc globalement, vous allez voir qu'on a divisé ça en 4, puisqu'on est à 25% de moyenne entre chacun des modules qu'on va détailler ensemble durant ces différentes sessions. Donc le premier module, identité et access, c'est 25 à 30%, sécuriser le réseau 20 à 25%, sécuriser le calcul, le stockage, les bases de données 20 à 25%, et les opérations de sécurité au travers d'Azure Monitor, de Sentinel, de Microsoft Defender for Cloud, c'est entre 25 et 30%. Donc encore une fois, je vous encourage en parallèle de ces sessions Twitch de faire un parcours d'apprentissage en autonomie via Microsoft Learn. Donc c'est la plateforme que propose Microsoft pour que vous puissiez vous former en parallèle de ces sessions Twitch à votre rythme. Donc je pense que c'est bien de suivre les sessions Twitch, mais qu'en plus de ça, de suivre les formations, auto-formations sur Microsoft Learn.
Voilà pour la certification. Je pense que j'ai tout dit. Et ça fait déjà pas mal de choses transmises. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, le format, c'est quoi? C'est pas de slides. Premier point. Je vais essayer de limiter au maximum les slides. On va utiliser une mind map pour toutes mes explications. Mind map qui sera partagée, bien entendu. Donc, pour accéder à la mind map, parce que certains m'ont déjà demandé où est-ce que je peux trouver la mind map, Philippe, en fait, vous allez tout simplement dans le descriptif des replays, et moi, je mets toujours le lien vers la mind map. Donc là, vous voyez, j'ai commencé la création de la nouvelle mind map pour la Z500. Et pareil, je vais exporter l'image en haute résolution de mon Microsoft Whiteboard. Donc ici, tout ce que je vais décrire avec vous dans la Z500, je vais l'exporter sous forme d'image. Donc vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc normalement, vous voyez toutes et tous ma tablette. Vous êtes déjà 20 connectés. On attaque les explications. Vous n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc la première chose à connaître dans la Z500, c'est la gestion des identités. La gestion des identités, elle est en fait proposée dans un service qu'on appelle l'Azure Active Directory. Donc dans le cloud Azure, quand vous voulez vous authentifier sur le portail Azure, quand vous voulez vous authentifier sur Office 365, quand vous voulez vous authentifier sur Dynamics, vous le faites via un tenant qui est en fait une instance de l'Azure Active Directory. Donc le tenant par défaut, il est toujours en onmicrosoft.com et il est créé lorsque vous souscrivez avec Microsoft. Donc, onmicrosoft.com, par exemple, ça va être az500.onmicrosoft.com et dans ce tenant, je vais avoir toutes mes identités. Donc, j'appelle identité les utilisateurs et les groupes qui sont contenus dans mon tenant. Pour rappel, les utilisateurs peuvent prendre 3 formes dans mon tenant. Soit ils sont synchronisés depuis mon réseau on-premise, soit ils sont invités d'un autre tenant, c'est ce qu'on appelle des guests, soit ils sont membres de mon tenant. Sauf que le tenant en onmicrosoft.com, ça voudrait dire que mes utilisateurs, par exemple phil@az500.onmicrosoft.com, ça serait mon compte d'utilisateur pour accéder au portail Azure. Sauf que moi, je veux utiliser mon compte professionnel. C'est pour ça que bien souvent dans les entreprises, vous verrez qu'au niveau du tenant, elles ont approuvé un nom de domaine qui correspond au nom de leur société. Par exemple, PhilIT, si je déposais ce nom de domaine philit.com, mon tenant, comme il approuverait le nom de domaine philit.com, il pourrait recevoir des utilisateurs qui soient synchronisés ou membres aux couleurs de mon domaine Active Directory, donc philit.com, et donc de mon nom de domaine public. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Ici, ce qu'on voit dans le schéma, c'est que à ma gauche, j'ai mon réseau on-premise. Mon réseau on-premise, il contient des contrôleurs de domaine. Donc, je vais appeler ça des domaines contrôleurs, des DC en anglais. Des domaines contrôleurs. Et ces domaines contrôleurs, ils vont contenir quoi? Ils vont contenir l'Active Directory. L'Active Directory de Microsoft, c'est au final un fichier qu'on appelle ntdis.dit. Ça, c'est l'Active Directory. Dans l'Active Directory de Microsoft, vous allez retrouver des objets. Donc, on va retrouver des users, on va retrouver des groupes. Hop, j'essaye de bien mettre pour que tout le monde voit. On va retrouver des groupes, on va retrouver des UO, on va retrouver des GPO, des stratégies de groupe, et on va retrouver des computers. C'est globalement tous les objets que vous retrouverez dans du on-premise. Il faut savoir que dans l'Azure Active Directory, vous n'avez par défaut pas la possibilité de gérer des UO, des computers ou des GPO. Donc c'est une différence fondamentale, c'est que dans l'AAD, dans votre tenant, vous avez toujours des users et des groupes, mais vous n'avez pas la gestion des GPO, des unités d'organisation on-premise, ou même de l'objet computer, donc des ordinateurs.
Alors on va voir ensemble qu'il y a un service qui est peu connu, mais qui est utilisé par nos clients, qui s'appelle AADDS, Azure Active Directory Domain Services, qui vous permet de pallier cette limitation. Mais par défaut, sachez que l'AAD ne gère que les utilisateurs et les groupes. Et on verra que l'AAD va vous permettre de vous connecter depuis un portail. Alors ce portail, c'est le portail Azure. Ça peut être aussi le Cloud Shell, ça peut être du PowerShell, ça peut être du Bash, ça peut être des API. Mais il va vous permettre de vous connecter à l'aide d'un email. Et cet email, il va falloir le sécuriser, quelle que soit sa provenance. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre l'Azure Active Directory et l'Active Directory. Donc, la différence, elle est fonctionnelle, puisque tout ce qui est UO, GPO ou objet type ordinateur ne seront pas synchronisés, ne seront pas disponibles dans la AD, mais cette différence, elle est aussi au niveau des protocoles. Par exemple, dans l'Active Directory on-premise, pour s'authentifier sur un contrôleur de domaine, vous aurez à disposition soit du Kerberos, qui est plus récent, soit un vieux protocole, qui est peu recommandé car peu sécurisé, qui s'appelle NTLM. Donc là, c'est valable pour des Windows 2000, des Windows NT 2003. Maintenant, on n'est plus sur une logique de Kerberos. Donc quand on est sur un Active Directory on-premise, avec des contrôleurs de domaine qui sont des versions serveurs de Windows, vous allez vous retrouver avec, encore une fois, une authentification à base de NTLM ou Kerberos sur le fichier ntds.dit. Alors que quand on est dans l'Azure Active Directory, on va passer sur des protocoles d'authentification qui sont beaucoup plus standardisés. Par exemple, vous allez avoir du SAML, de l'OpenID Connect avec de l'OAuth, même si ce n'est pas mentionné, sachez-le, avec de l'OAuth pour tout ce qui est autorisation, parce qu'il faut authentifier, mais il faut aussi autoriser les utilisateurs, une fois qu'ils sont authentifiés, ou alors vous allez bénéficier du WS Federation. Et donc, une fois qu'on est authentifié dans le tenant, via l'Azure Active Directory, on va pouvoir accéder à mes différents clouds, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi à des applications qui sont publiées dans Azure. C'est-à-dire que, un point important, vous allez pouvoir publier dans l'Azure Active Directory vos applicatifs au travers d'un portail qu'on appelle My Apps, qu'on verra un peu plus loin. Donc il y a aussi cette différence fondamentale entre j'ai des utilisateurs on-premise qui s'authentifient sur des contrôleurs de domaine à base de protocoles Kerberos ou NTLM, et j'ai des utilisateurs dans la AD qui vont s'authentifier à l'aide de SAML, OpenID Connect avec de l'OAuth ou du WS Federation. D'ailleurs, l'Azure Active Directory, lui, en protocole, pour y accéder, il va utiliser l'HTTPS, ce que vous n'aurez pas à disposition, encore une fois, sur une authentification Active Directory on-premise. Alors justement, on va continuer les explications. Je vous ai dit que dans l'AAD, vous aviez le concept de tenant. Mais ce qui nous intéresse, nous, équipe de la sécurité, en charge de la sécurité dans l'entreprise, c'est quels sont les droits nécessaires pour pouvoir gérer au minimum la sécurité de mes identités dans un tenant AAD. Et bien, globalement, vous avez un rôle qui s'appelle le rôle Security Administrator, qui va vous permettre non seulement de configurer les outils de sécurité dans Azure, donc Defender for Cloud, Azure Active Directory Identity Protection qu'on va voir ensemble, et d'autres services Azure, mais en plus, ça va vous permettre de visualiser la sécurité mise en place sur vos abonnements Azure. Donc si vous avez un Azure Firewall, si vous avez un Azure Root Server, si vous avez une protection des DOS, vous allez pouvoir fournir à l'équipe sécurité des accès, par exemple, en lecture à ces services Azure pour qu'ils voient les paramètres que les administrateurs système ou réseau ont mis en place dans vos abonnements Azure. Vous avez d'autres rôles qu'on vous détaille. Alors, le rôle le plus haut, c'est le Global Admin. Donc, lui, il a accès à toutes les fonctionnalités de l'AAD. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, synchroniser des comptes on-premise ou des groupes on-premise dans l'Azure AD. Il va pouvoir installer des licences sur l'Azure AD. Bref, c'est le plus haut niveau dans la hiérarchie. C'est un peu l'équivalent de l'admin du domaine ou de l'admin d'entreprise dans votre réseau on-premise, même si les rôles ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne peut pas comparer les identités dans le cloud avec les identités on-premise.
Donc c'est un peu l'équivalent de votre admin du domaine, par exemple, ou c'est un peu l'équivalent pour les Linuxiens d'un root sur un système dans un domaine NIS, par exemple. Le billing administrateur, lui, il va pas pouvoir gérer, les contenus des abonnements Azure, il va pas pouvoir gérer la sécurité des abonnements Azure, par contre, il va pouvoir gérer tous les aspects facturation. Donc il va pouvoir acheter des licences pour l'Azure AD, il va pouvoir gérer les abonnements, le support, les tickets et le monitoring des services Microsoft, que ça soit le service Health, que vous connaissez sans doute, qui va vous permettre d'avoir une visu sur l'état de santé de vos abonnements dans Azure et des services associés. Et enfin, le Global Reader, lui, son rôle, comme son nom l'indique, c'est il n'a accès en lecture qu'à vos abonnements, qu'à vos services qui sont hébergés dans le cloud Azure. Ça permet, via le Global Reader, concrètement, d'avoir une visu un peu sur qu'est-ce qui est fait sur les abonnements sans pouvoir faire aucune modification dessus, et aussi qu'est-ce qui est fait sur les tenants Azure Active Directory. Donc si maintenant on allait regarder ensemble ici un abonnement Azure, donc tout à l'heure je vous ai parlé d'Azure Active Directory, je vous ai parlé du concept de tenant. Donc voilà mon tenant. Ce tenant, il a une licence qu'on appelle une licence P2, qui va me permettre de vous faire des démos sur Conditional Access, Azure AD, Identity Protection, etc. Donc si on regarde maintenant ce tenant, je l'ai nommé The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Il a une dizaine d'utilisateurs, des groupes associés, des applications publiées et des devices. Alors vous verrez que les devices, concrètement, ça peut être, suivant le type de service que vous allez utiliser, des postes de travail que vous avez à disposition et que vous avez joints dans l'Azure AD. Donc maintenant qu'on sait ça, je vous ai dit qu'on pouvait valider un nom de domaine directement au travers de votre tenant. Ça se fait tout en bas dans Custom Domain Name. Et ici, vous allez pouvoir rajouter un nom de domaine. Et si vous êtes le détenteur de ce nom de domaine, après l'avoir validé, par exemple, imaginez je suis le détenteur du nom de domaine ng.com, si je modifie le nom de domaine en créant un enregistrement TXT ou MX avec ces valeurs-là, l'Azure AD va valider que je suis le propriétaire du nom de domaine et va me permettre de synchroniser mes comptes d'utilisateurs, par exemple on-premise, dans ce nom de domaine aux couleurs ng.com. Donc c'est plutôt pratique et on voit souvent les entreprises valider au moins un nom de domaine. Un autre point aussi sur l'Azure AD, c'est que dans l'Azure AD, vous allez avoir bien entendu le concept d'utilisateur dont je vous ai parlé. Donc là, on voit qu'il y a différents utilisateurs qui sont mis à disposition. Voilà, ici. On voit que ces utilisateurs, il n'y en a aucun qui est synchronisé. Donc je n'ai pas synchronisé depuis un domaine Active Directory on-premise ces utilisateurs. Par contre, on voit que j'ai des utilisateurs qui sont guests. Donc les guests, ça veut dire qu'ils sont d'un autre tenant ou d'une autre organisation. Donc un autre tenant, c'est d'un tenant client, par exemple. Imaginez que j'ai fait appel à un partenaire qui devient une autre société. Et donc, je vais rajouter ces utilisateurs dans mon tenant pour qu'ils puissent, ces utilisateurs, travailler sur mon tenant ou travailler sur mes abonnements. Donc, ça veut dire que ces comptes d'utilisateurs, ils sont externes à mon organisation et sont hébergés dans un autre tenant AD. Mais on peut aussi avoir des utilisateurs qu'on appelle des Microsoft Accounts, où là, c'est des comptes personnels. Par exemple, un compte Gmail, un compte Outlook, un compte Live.fr. Tout ça, c'est des comptes de particuliers, entre guillemets. Donc, on peut les rajouter à mon tenant, là aussi, en tant que guest. Et puis là, vous voyez, vous avez plein d'utilisateurs qui sont membres. Donc, un utilisateur membre, c'est un utilisateur qui nativement a été créé dans mon tenant. Donc là, on voit par exemple que cet utilisateur, AAD User 1, il est aux couleurs de mon tenant, juste ici. Donc, je vais pouvoir me loguer dans mon tenant avec ce compte d'utilisateur. Donc, c'est plutôt pratique. Mais ça veut dire aussi qu'il a un compte d'utilisateur aux couleurs de mon tenant avec un mot de passe que j'ai défini au niveau de mon tenant. L'idéal, c'est quand même que vos utilisateurs se loguent avec leur compte professionnel. Sauf que la bonne pratique en termes de sécurité, c'est pas de rajouter des utilisateurs à des ressources Azure pour leur donner les droits, c'est d'utiliser des groupes. Donc les groupes, vous allez voir qu'il y en a plusieurs types, mais celui qui va nous intéresser en priorité, c'est le groupe de sécurité. Donc le groupe de sécurité, il est là pour contenir des utilisateurs
Et ce groupe de sécurité va recevoir un rôle airbag qui va être attribué à un abonnement ou qui va être attribué, bien entendu, au niveau d'un resource group, d'un management group, d'une ressource, ou même avoir un rôle airbag qui va être associé à mon tenant. Alors, c'est important ce que je vous raconte parce que ici, donc, j'ai mon tenant avec des utilisateurs et des groupes, et je vous ai dit qu'il y avait des rôles qui étaient dédiés à la gestion de l'Azure Active Directory. Et bien, ces rôles-là, vous allez les retrouver dans Role and Administrator. Ici, on retrouve certains rôles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, le rôle le plus élevé dans la hiérarchie, qui est le Global Admin. Mais on retrouve aussi des rôles type Global Reader, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a accès en lecture à tout, mais qui ne peut rien modifier. Et puis, je vous ai parlé de la sécurité. Et bien, la sécurité, on a parlé des Security Administrators, qui vont pouvoir gérer les aspects de sécurité sur l'Azure AD. Mais on a aussi les Security Readers, qui, eux, vont pouvoir juste visualiser la sécurité de votre tenant Azure Active Directory sans pouvoir la modifier à aucun moment. Donc, vous avez un certain nombre de comptes comme ça, soit certain nombre de rôles qui ont été déployés et qui sont par défaut, qu'on appelle des rôles built-in. Donc, c'est des rôles qui sont embarqués par Microsoft. Vous voyez, ça, c'est des rôles built-in qui répondent à des besoins. Mais une entreprise peut très bien dire « Ouais, mais moi, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais moi, j'ai besoin de créer mes propres rôles avec mes propres paramètres de sécurité. » Et dans ces cas-là, vous pouvez aller dans New Custom Role. Et dans New Custom Role, vous allez pouvoir créer votre propre rôle dans l'Azure AD dédié à la sécurité. Donc, c'est un point important parce que ces custom roles, on les retrouve aussi au niveau des abonnements Azure. C'est-à-dire que si je vais sur un abonnement, par exemple mon abonnement Le Mordor, et que je vais dans Access Control IAM, donc là je vais pouvoir gérer les droits d'accès sur mes ressources Azure et non plus sur mon tenant. Donc ça se fait toujours dans la Blade Access Control IAM. Quand je fais un Add Custom Role, là aussi je peux créer des rôles custom from scratch ou depuis un fichier JSON, comme pour l'Azure AD. Donc dans votre logique, il faut toujours prendre en compte que on a l'Azure Active Directory avec ses propres rôles built-in, mais on peut créer des custom roles, et on a l'abonnement Azure avec ses propres rôles built-in, que je peux retrouver par exemple dans rôle ici, mais je peux aussi créer mes propres custom roles dans mon abonnement Azure, ou sur mes groupes de ressources, ou sur mes ressources, ou sur mes management groups. Donc il y a cette logique de ségrégation des rôles à avoir toujours en tête. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi, je peux très bien être responsable chez Microsoft de la gestion de l'Azure Active Directory de Microsoft. Donc de la gestion des licences, de la gestion des utilisateurs, des groupes, etc. Et Thomas, qui était là tout à l'heure, lui, il peut très bien être en charge de la gestion des rôles sur les ressources Azure. Et donc dans ces cas-là, je vais pouvoir lui donner des droits sur les abonnements Azure qui vont lui permettre de gérer les ressources en leur sein. Donc, pensez bien à la ségrégation des rôles. C'est très, très important. Un autre point à prendre en compte, qui est très important aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que on ne pouvait pas synchroniser des users, des groupes, mais aussi des computers, des blablabla. On ne peut pas tout synchroniser dans l'AAD. On ne peut synchroniser que des users et des groupes. On ne peut pas synchroniser les computers, on ne peut pas synchroniser les GPO et on ne peut pas synchroniser les UO. Donc ça manque. Et ça tombe bien parce que Microsoft propose un service qui s'appelle AADDS. Donc le vrai nom, c'est Azure Active Directory Domain Services, mais il est vachement long. Donc moi, je vais dire AADDS. Et ce service va vous permettre, dans un subnet qui est lui-même dans un VNet, de créer 2 IP. Et ces 2 IP, c'est au final 2 contrôleurs de domaine. Donc ces 2 contrôleurs de domaine Active Directory qui vont apparaître dans votre console utilisateur et ordinateur Active Directory on-premise sont 2 contrôleurs de domaine qui sont managés par Microsoft et qui vont pouvoir communiquer avec votre Active Directory, qui vont être vus comme des contrôleurs de domaine dans votre Active Directory on-premise, mais qui en plus vont pouvoir supporter via l'AAD vos GPO, vos UO et vos computers.
et vont prendre en charge le concept de forêt aussi. Donc c'est un service supplémentaire qui est payant, il faut le savoir, à déployer, mais c'est un service qui va vous permettre de bénéficier de contrôleurs de domaine dans Azure qui sont managés par Microsoft et qui sont vus comme des contrôleurs de domaine standards dans votre propre Active Directory on-premise. Comme le dit Awaziz, mais les postes de travail, on peut les synchroniser en activant l'hybride Azure AD Join. Et il a tout à fait raison. On peut aussi utiliser cette fonctionnalité, mais en les synchronisant, tu vas les voir apparaître, bien entendu, en tant que device dans ton Azure AD, mais tu bénéficieras pas du concept Duo, de GPO, d'authentification Kerberos, NTLM, tel que tu peux l'avoir dans le service AADDS, Awaziz. Donc si maintenant je retourne directement dans l'Azure AD, ici. Là, moi je vous ai dit qu'on pouvait avoir un service supplémentaire qui s'appelle Azure AD Domain Services. Le voici en plein milieu, Azure AD Domain Services. Donc il faut savoir que quand vous le créez, ce service, il va être rattaché à votre tenant. Donc la première chose à faire, c'est de définir un groupe de ressources, de définir à quel tenant je vais rattacher ce service-là, sur quelle région je vais gérer ce service. Donc dans mon cas, ça serait France Centrale. Et ici, on vous parle de SKU. Donc alors, qu'est-ce que c'est le SKU? Donc on va en parler ensemble. Je crois que c'est ici, voilà, que je l'ai affiché. Donc je vous envoie le lien. Donc le SKU, ça va être le niveau par exemple, de nombre d'authentification par heure que va pouvoir gérer l'AADDS. Donc plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de computers, plus vous avez de GPO, etc., plus vous allez utiliser vos deux contrôleurs de domaine dans Azure, et plus vous devez passer sur une version Enterprise ou Premium. Alors il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, par exemple la fréquence de sauvegarde qui peut être jusqu'à quotidienne avec du Premium ou qui peut être sur tous les 3 jours. Mais le gros du sujet, ça va être le nombre d'authentifications suggérées, le pic par heure pour les authentifications. Et puis, vous allez aussi avoir par instance la gestion des forêts dont je vous parlais. Alors, une forêt, c'est quoi? C'est un ensemble de domaines Active Directory qui font partie de la même entreprise. Par exemple, moi, je suis un ancien d'IBM. IBM avait créé une forêt qui s'appelait ibm.com et vous aviez un nom de domaine fr.ibm.com pour la France, us.ibm.com pour les États-Unis, morocco.ibm.com pour le Maroc, etc. Donc vous aviez des domaines Active Directory pour chacune des succursales de la société, des entités de la société dans les différents pays. Alors, Punisher me dit, possible d'avoir une vue d'ensemble des comptes et des droits liés. Par exemple, pour faire un audit de sécurité et voir qui a accès à quoi. Alors oui, tu peux le voir, c'est une très bonne question. Comment je ferai ça? Donc, j'irai sur l'Azure Active Directory. Dans Azure Active Directory, j'irai dans Rôle et Administrateur. Et ici, je vais avoir Access Review. Et dans Access Review, d'abord, pour répondre à partie à ta question, je vais pouvoir, et ça on va le voir plus tard, déclencher ce qu'on appelle des revues d'accès sur mes comptes d'utilisateurs et groupes qui sont hébergés dans l'AAD. Donc, les managers vont recevoir la liste des utilisateurs des groupes et à partir de là, vont pouvoir dire « Ok, cet utilisateur, il doit rester dans tel groupe ou cet utilisateur, il a quitté l'entreprise, etc. » Ensuite, la problématique que tu as soulevée, c'est est-ce que je peux avoir pour un utilisateur donné les droits d'accès qu'il a au niveau de mon tenant et au niveau de mon abonnement Azure. Si je prends un utilisateur, par exemple, AAD User 1, à gauche, je vais aller dans Assigned Role. Et dans Assigned Role, je vais avoir la liste de tous ces droits au niveau du tenant. Et si je vais dans Azure Role Assignment, je vais avoir la liste de tous ces droits au niveau des abonnements Azure, des management groups, etc. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Alors, peut-on mettre des services sur AADDS, exemple DNS? Alors, oui, tu peux, parce que tes contrôleurs de domaine vont avoir le rôle DNS qui est managé par Microsoft, donc dans l'Azure AD, via le service AADDS. Deuxième question, peut-on y mettre les FSMO? À ma connaissance, non. Les FSMO ne sont pas transposables en termes de rôle sur tes contrôleurs de domaine managés par Microsoft dans la AADDS.
Donc à vérifier, mais je crois que les rôles FSMO sont pas transposables. Alors, ne sont pas transposables aussi parce que sache que dans AADDS, quand tu le crées, donc tu spécifies le nom de domaine, tu spécifies la région, le SKU, etc. Mais en fait, ce que tu vas vite te rendre compte, c'est que la synchronisation, elle est dans un sens, dans l'onglet synchronisation. Elle est depuis l'AAD vers tes domaines managés. Donc c'est un point important. Ensuite, je vous ai dit que les contrôleurs de domaine, les fameuses 2 IP qui étaient générées, elles étaient générées dans un subnet qui est lui-même dans un VNet. Et ben c'est ici que ça se configure. En termes d'administration, vous allez pouvoir dire aussi quels sont les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs qui vont être notifiés dès l'instant où il y a un problème de synchro entre votre domaine Active Directory et ses contrôleurs de domaine on-premise et vos contrôleurs de domaine managés par Microsoft dans l'Azure AD. Donc ça, c'est la partie administration. La partie synchronisation, je viens d'en parler, c'est la méthode de synchronisation. Donc, elle est par défaut depuis votre service AADDS vers votre réseau on-premise. Et puis, en termes de sécurité, vous allez ici pouvoir choisir les protocoles d'authentification qui vont être gérés par le service AADDS. Par exemple, est-ce que je suis sur du KBS RC4 ? Est-ce que je suis du TLS 1.2 seulement, ou je prends les anciennes versions ? Est-ce qu'en NTLM, j'autorise l'authentification à base de V1, qui n'est pas du tout sécure, qui a des années, peut-être 20, 30 ans ? Bref, tous ces paramètres-là, vous allez pouvoir les configurer au niveau du service AADDS, qui, je vous le rappelle, vient en complément de votre tenant Azure Active Directory. Donc, très important à prendre en compte. Alors, maintenant, je vais basculer sur l'Azure AD Connect. L'Azure AD Connect, c'est un logiciel qui va s'installer sur des VM dans votre domaine on-premise. Donc là, vous voyez, hop, je suis sur du on-premise à ma gauche. Et dans votre réseau on-premise, vous allez installer une VM Windows Server. Et sur cette VM Windows, vous allez installer un petit logiciel qu'on appelle AAD Connect. Alors, pour info, si ça vous intéresse de voir comment on synchronise des utilisateurs ou des groupes depuis votre Active Directory on-premise vers l'AAD, j'ai animé une session Azure Real World il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, où je vous fais une démo de A à Z sur la synchro des users on-premise dans l'AAD. Et de mémoire, j'avais utilisé le PHS, dont on va parler. Donc normalement, si ça vous intéresse, je vous encourage d'aller regarder les replays de ma chaîne YouTube, et dedans, vous avez une session Azure Real World sur la synchro des users. D'ailleurs, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, c'est sympa pour tout le monde. Donc, le logiciel Azure AD Connect, lui, son rôle, c'est d'aller se connecter à mes contrôleurs de domaine, de récupérer la liste des users et des groupes, et d'envoyer cette liste de users et groupes dans mon tenant AAD. Et là, on rentre dans une logique de synchro des utilisateurs on-premise dans l'AAD. Alors, à quoi ça va servir ? Imaginez, je suis la société ng.com. C'est-à-dire que on-premise, j'ai du ng.com. Et je vais pouvoir synchroniser mes utilisateurs aux couleurs d'ng.com dans mon tenant qui a validé le domaine ng.com. Et ça va permettre à mes utilisateurs, avec leur email professionnel et leur mot de passe d'ouverture de session, d'accéder au service cloud de Microsoft, que ça soit les applications publiées, que ça soit Dynamics, Office 365 ou même Azure. Voilà la logique qu'il y a. Et l'Azure AD Connect, je vous ai dit qu'il s'installait sur une VM. Il ne s'installe pas sur un contrôleur de domaine. En termes de sécurité, Microsoft vous le déconseille. Clairement, il faut éviter ça. Il faut plutôt l'installer sur des serveurs membres pour toutes les notions de sécurité qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, si vous installez sur vos contrôleurs de domaine ce logiciel et que ce logiciel a une faille de sécurité, ça peut compromettre votre Active Directory on-premise. Donc, on vous le conseille de l'installer sur le serveur membre. L'Azure AD Connect, en fait, si je devais être précis, on vous le conseille de l'installer sur plusieurs serveurs membres. Donc, par exemple, VM1 et VM2. Et vos serveurs membres, votre second serveur membre, qui contient l'Azure AD Connect, va en fait avoir une version qu'on appelle Staging installée. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que dessus, vous allez avoir accès qu'en lecture aux données de synchro du serveur VM1. Et ça sert à quoi? Ça permet que si un jour VM1, qui a le serveur primaire de synchronisation, si VM1 tombe, vous allez pouvoir promouvoir VM2 en nouveau serveur de synchronisation en read-write, et donc promouvoir du mode staging au mode primaire, et donc pouvoir continuer à répliquer vos utilisateurs on-premise et vos groupes, bien entendu, dans l'Azure Active Directory. Voilà la logique qu'il y a derrière Azure AD Connect. Alors, il y a Oasis qui me dit « J'ai entendu quelques rumeurs que Microsoft investit dans Azure AD Cloud Sync pour se désengager d'Azure AD Connect. » En fait, les deux continuent à fonctionner, pour répondre à ta question. Et ce que je te propose, dans une prochaine session, on parle de Cloud Sync, et je viendrai avec un tableau entre quelle est la différence entre Azure AD Connect et Cloud Sync. Mais pour l'instant, Azure AD Connect reste maintenu par Microsoft. Donc voilà dans la logique Azure AD Connect ce que ça fait. Une fois qu'on a ça en tête, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 3 méthodes de réplication à disposition des utilisateurs on-premise vers l'Azure AD. Donc le principe d'Azure AD Connect, c'est que je prends des utilisateurs, des groupes, et je les réplique dans l'Azure AD. Sauf que la première méthode de synchro possible, c'est ce qu'on appelle le PHS, Password Hash Synchronization. Donc le principe du PHS, c'est que vous allez synchroniser les users et le hash de leur mot de passe dans l'Azure AD. C'est la méthode la plus simple parce que lorsque vous allez vouloir vous authentifier dans l'Azure AD, en fait, il va vous demander de rentrer votre mot de passe dans l'interface Azure. Il va faire un hash de ce mot de passe. Il va comparer le hash avec le hash synchronisé. Si les deux hashes sont identiques, alors vous passez, vous avez mis le bon mot de passe, vous pouvez vous loguer. Le problème du PHS, c'est que ça ne prend pas en compte la stratégie de mot de passe on-premise pour vos utilisateurs. Donc c'est ça la limitation. Donc c'est vachement simple à mettre en place. Ça gère le Seamless SSO. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous allez pouvoir vous réauthentifier automatiquement sur tous les services Azure une fois que vous êtes authentifié une fois avec le couple login et hash du mot de passe. Mais pour autant, en faisant ça, ça veut dire que le hash de votre mot de passe est stocké dans l'AAD. Donc le PHS, c'est simple à mettre en place, mais ça ne prend pas en compte la stratégie de mot de passe on-premise. Et surtout, la synchronisation fait que dans l'Azure AD, vous allez vous retrouver avec le hash des mots de passe des utilisateurs. C'est pour ça que la deuxième possibilité qui vous est offerte et qui exclut la première, c'est d'utiliser PTA. La méthode PTA, c'est Pass-Through Authentication. Et le principe, c'est que vous allez installer dans votre domaine Active Directory on-premise 2 serveurs. Alors, je sais que ce n'est pas très visible, je vais essayer de zoomer un peu. Mais vous allez installer 2 VM dans votre réseau on-premise sur lequel on va installer l'agent. Et ces 2 VM vont être chargés de répliquer les users et les groupes dans l'AAD. Mais je dis bien les users et les groupes, pas le hash des mots de passe. Donc ça veut dire quoi, ce que je viens de vous expliquer? Ça veut dire que si vous voulez vous authentifier dans l'Azure Active Directory, il va falloir que les serveurs PTA soient disponibles on-premise pour valider les authentifications. Donc ça veut dire que l'Azure AD va lui envoyer vos informations d'identification à vos serveurs on-premise PTA qui vont valider auprès des contrôleurs de domaine que vos identités, vos credentials sont les bons. Donc le problème du PTA, c'est que ça nécessite un lien permanent entre l'Azure AD et votre Active Directory on-premise. Mais premier avantage, c'est que on ne synchronise pas le hash des mots de passe. Le deuxième avantage, c'est que la stratégie de mot de passe que vous aviez on-premise, elle est conservée. Donc si vous aviez une stratégie de mot de passe à base de je veux 10 caractères, un password history de 4, etc., une complexité de 4 caractères alphanumériques ou des points d'interrogation ou je ne sais quoi, et tout ça, en fait, lorsque vous allez vouloir changer votre mot de passe dans l'Azure AD au travers d'un service qu'on appelle SSPR, Self-Service Password Reset,
donc une interface qui va vous permettre en ligne de resetter votre mot de passe en tant qu'utilisateur. Quand vous allez vouloir faire ça, ça va garder la stratégie de votre sécurité on-premise à l'œil, enfin en tête dans l'Azure AD, pour que vous puissiez être conforme à cette stratégie aussi dans l'Azure AD. Donc la stratégie de mot de passe on-premise est maintenue dans l'Azure AD via cette méthode, le PTA. Mais ça nécessite 2 VM, mais ça nécessite que ces 2 VM soient tout le temps disponibles pour gérer les authentifications. Par contre, la policy, elle est conservée on-premise. Dernière méthode de synchronisation. Donc, encore une fois, cette méthode, ainsi que PTA ou PHS, va exclure chacune. C'est-à-dire, soit vous configurez la synchro en PTA, soit en PHS, soit la dernière possibilité, c'est via ce qu'on appelle la DFS, que vous connaissez sans doute. Donc la DFS, Active Directory Federation Services, c'est un rôle que vous allez activer sur des contrôleurs de domaine. Ça nécessite 4 VM, il faut le savoir. Donc 2 WAP, qui sont les frontaux d'authentification, Web Application Proxy, et 2 serveurs avec le rôle ADFS. Et en faisant ça, ça va vous permettre là aussi de synchroniser les utilisateurs et les groupes dans la AD. Ça va vous permettre de conserver la policy, comme pour du PTA. C'est l'ancêtre du PTA, la DFS. Mais en plus de ça, ça va gérer les authentifications fortes avec des devices non Microsoft. Par exemple, si vous avez du SecurID. Alors que en PTA, je ne vous l'ai pas dit, mais en PTA, vous allez pouvoir gérer du MFA, mais ce MFA ne va concerner que des systèmes gérés par Microsoft, donc maintenus par Microsoft, en tout cas qui ont été validés par Microsoft. Donc ça va être par exemple le soft MFA que vous avez sans doute sur votre smartphone, qui est disponible sur du Android ou de l'Apple. Donc on a parlé de PTA, on a parlé d'ADFS, on a vu un peu les avantages et les inconvénients de chacun. ADFS, c'est souvent historique dans les entreprises et en plus, c'est compatible avec les serveurs Radius. Mais vous avez vraiment ces 3 possibilités lorsque vous allez configurer la synchronisation. Et justement, dans la synchronisation de l'Azure AD Connect, donc là, je suis sur un des derniers écrans de l'Azure AD Connect, vous avez une petite option qui peut être intéressante de connaître pour l'assertif, qui est ce qu'on appelle le password write back. Donc, quel est le principe ? Le principe, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un portail qui est le SSPR, Safe Service Password Reset. En gros, ce portail, c'est un portail web qui est mappé à votre Azure AD, donc à votre tenant, qui va permettre en tant qu'utilisateur de resetter de manière autonome votre mot de passe dans l'Azure AD. Donc le principe, c'est je suis un utilisateur, mon compte c'est Phil IT dans mon Azure AD, je veux resetter mon mot de passe de manière sécurisée avec une authentification via mon smartphone par exemple. Et en faisant ça, je vais pouvoir changer mon mot de passe dans l'Azure AD de manière autonome, sans faire appel à mon support IT, etc. Le password write back va vous permettre de réécrire dans vos contrôleurs de domaine on-premise le mot de passe qui a été changé depuis le portail en ligne SSPR. Et pour avoir cette possibilité, il faut activer la petite option Password Write Back. Donc c'est un point aussi à connaître pour l'assertif, cette fonctionnalité. Alors, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que je vais retrouver les paramètres de synchronisation de mes annuaires, etc. Ça se fait tout simplement au niveau de l'Azure Active Directory. Sur la gauche, vous avez Azure AD Connect, ici. Et là, on va retrouver les paramètres de synchronisation que vous avez mis en place, que ça soit du PTA, du PHS ou de la DFS. S'il y a eu des problèmes de synchro, ça va apparaître ici aussi. Donc c'est vraiment un service qui va vous permettre d'avoir une visu rapide et régulière de l'état de synchronisation de vos utilisateurs et groupes on-premise dans l'Azure AD. Voilà le principe, encore une fois, d'Azure AD Connect. Est-ce que vous avez des questions ? Donc cette fois, je passe à l'autre écran et on va parler d'un service qui s'appelle Azure AD Identity Protection. Donc, hop, on va utiliser un peu la mind map. AAD Identity Protection.
Alors, c'est un service qui va être remplacé par Conditional Access. Mais comme vous aurez des questions à l'assertif, je vais quand même vous en parler. Donc, Azure AD Identity Protection, d'abord, c'est un service qui est payant et qui vous permet au final 3 choses. Premièrement, il automatise la détection des risques liés aux identités. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Deuxièmement, il va, au travers de rapports, examiner les risques. Et la troisième chose, c'est qu'il va vous permettre d'exporter le résultat dans votre propre SIEM. Donc ça peut être exporté par exemple dans Sentinel de Microsoft, mais ça peut être un autre produit. Donc Azure Identity Protection, vraiment, il est basé sur ce qu'on appelle des stratégies. Donc une stratégie, c'est à partir d'une application publiée, quelles sont mes réactions quand un utilisateur essaye d'accéder à cette application au travers de conditions qui sont remplies. Par exemple, une des conditions, c'est son adresse IP de provenance. Une autre condition, ça peut être sa région de provenance. Une autre condition, ça peut être son device. En gros, le principe d'AIP, c'est que lorsque vous allez vouloir accéder à une application qui est publiée dans la AD, il va, en fonction de critères bien définis, par exemple, si vous venez depuis une IP qui est d'un réseau anonyme, type Tor par exemple, si vous venez depuis une région qui n'est pas familière, par exemple, cette région, ça peut être... moi, je me connecte tous les jours depuis la France et demain, je me connecte depuis les États-Unis et la France en même temps. Il y a un problème. Je ne peux pas être à 2 endroits différents au même moment. Si mon device est infecté, bref, si certains critères sont réunis, donc des critères de sécurité, alors il peut bloquer l'accès, ou alors autoriser l'accès après un changement de password, ou alors utiliser le MFA, le Microsoft Multi-Factor Authentication. Donc le MFA, le Multi-Factor Authentication, pour vous permettre d'accéder à une ressource. Donc ça travaille au final AIP sur des applications qui sont publiées dans le portail qu'on appelle MyApps en priorité. Donc ce portail MyApps, si je vous le montre ici, voilà, ici, vous avez, je vous envoie le lien, dans MyApps, vous avez une application qui est publiée, et si cette application qui est publiée, je veux l'attribuer à des utilisateurs ou des groupes qui sont dans mon Azure Active Directory au travers d'Azure AD Identity Protection. Donc il suffit que je tape Identity Protection. Ici, je vais avoir dans une fresque tous les utilisateurs à risque qui ont été détectés, toutes les authentifications à risque ici aussi. Donc là, j'ai les utilisateurs à risque, les authentifications à risque dans des rapports qui sont disponibles ici. Si par exemple, je veux créer une stratégie d'accès à une application, eh bien regardez, je vais d'abord définir dans Sign in Risk les utilisateurs qui vont recevoir cette stratégie. Alors soit je dis tous les utilisateurs de mon tenant, soit je dis certains utilisateurs ou groupes. Je peux aussi exclure des utilisateurs ou des groupes de cette stratégie. Donc l'appliquer à tout le monde, sauf à une portion faible, idéalement, de mes utilisateurs qui sont utilisés pour des tests, par exemple. Ensuite, ici, je vais définir le niveau de risque que je vais attribuer à ma policy pour qu'elle soit forcée. Et ensuite, je vais définir quelle est la réponse de ma policy. Par exemple, est-ce que je bloque l'accès de l'utilisateur si je suis dans un niveau de risque à base d'adresse IP anonyme d'un réseau Tor, d'un device qui n'est pas connu, d'une région qui n'est pas connue, ou est-ce que j'autorise l'accès tout en forçant l'accès via MFA de mes utilisateurs. Donc vous voyez, vous avez cette logique de je crée des stratégies, ces stratégies, je les applique à des utilisateurs pour qu'ils puissent après accéder à mon tenant Azure Active Directory et s'authentifier dessus. Dans Multi-Factor Authentication Registration Policy, on a cette logique aussi de j'active le MFA sur mes utilisateurs. Donc je crée une stratégie d'activation pour tous mes utilisateurs.
Ici, je vais pouvoir recevoir des rapports de manière hebdomadaire à mes utilisateurs. Je peux avoir aussi les utilisateurs à risque qui ont été détectés et ceux qui sont global admin dans mon tenant, donc c'est plutôt important. Donc Identity Protection est en phase d'être remplacé par Conditional Access, dont je vais vous parler juste après. Alors j'ai vu que dans le chat il y avait des points. Alors, excusez-moi, je découvre au fur et à mesure vos questions, si j'arrive à les lire. Pour le whiteback, si on réinitialise depuis la console admin, est-ce que cela réécrit sur l'AD on-premise? Oui. Pour la stratégie de mot de passe en PHS, je suppose que par défaut, même si le mot de passe expire on-premise, l'utilisateur a Office, sauf si on active en force un plus matching des stratégies entre cloud et l'on-premise. Oui, tout à fait. Mais c'est les deux à Oasis. C'est avec le SSPR ou c'est directement depuis l'Azure AD. Et je vous ai envoyé le lien, donc on est tout bon là-dessus. Je pense que j'ai répondu aux questions. Donc voilà pour Identity Protection. On parle maintenant, rapidement de Conditional Access, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure pour terminer. Donc Conditional Access, vous allez voir que ça ressemble énormément à Azure AD Identity Protection. Alors, ce qu'il faut savoir avec Azure Conditional Access, Azure AD Conditional Access, c'est que c'est un service qui nécessite une licence P1 au minimum. Ça peut être du P2 aussi, mais au minimum, il vous faudra du P1 par utilisateur. Et le principe du Conditional Access, si vous voyez toutes et tous mon écran, c'est qu'un utilisateur, en fonction de conditions, donc je suis un utilisateur de tel groupe, je veux accéder à telle application, mon périphérique n'est pas clean, mon IP est d'un réseau pas super secure, l'application, le client que j'utilise, donc le client lourd que j'utilise pour accéder à l'application utilise un vieux protocole, je ne sais pas, ça peut être du POP, du SMTP par exemple, et je suis considéré comme un utilisateur à risque. En fait, toutes ces conditions vont définir la réponse d'Azure AD à l'accès à votre applicatif. Quand bien même l'utilisateur il donne le bon login et le bon password pour accéder à l'applicatif. C'est-à-dire que si je donne le bon login et le bon password, mais qu'en plus de ça, je suis flagué dans une de ces conditions, donc mon périphérique n'est pas safe, par exemple mon antivirus ou mon firewall n'est pas bien activé, etc., alors je peux soit autoriser l'accès, soit forcer l'accès à l'application après une authentification à base de MFA, soit je peux bloquer l'accès. Donc, Conditional Access, vous le retrouvez dans le portail Azure. Hop, vous tapez Azure AD Conditional Access. Ici, la première chose à faire, c'est que vous pouvez créer une stratégie à base de conditions. Donc, cette stratégie, soit elle fait partie d'un template proposé par Microsoft, des stratégies pour, par exemple, forcer l'authentification multifacteur pour les admins, bloquer les authentifications legacy, donc à base de protocoles type, encore une fois, SMTP, POP, vous savez, les vieux protocoles mail. Vous pouvez aussi baser vos templates sur du Zero Trust, qu'on verra un peu plus loin dans une prochaine session. Mais la logique qu'il y a derrière, c'est qu'en créant ma propre policy, je vais définir ma policy, donc par exemple, policy app AAD. Ici, je vais attribuer ma policy à tous mes users. Je vais définir quelles sont les applications qui vont recevoir ma policy. Donc, si je mets All Cloud Apps, toutes les applications qui seraient publiées dans mon portail via l'Azure AD seraient soumises à cette policy. Autant vous dire que c'est dangereux. C'est pour ça qu'on vous conseille plutôt de sélectionner les applications qui vont recevoir cette policy. Ensuite, vous allez définir les conditions. Donc, par exemple, le fait que les locations, il y a certaines locations qui sont trust et d'autres qui ne le sont pas. Donc, par exemple, si vous savez que vos utilisateurs se connectent toujours depuis la France sur cette application critique, vous allez définir que la France comme région trustée par l'application et donc par conditional access. Vous allez pouvoir là aussi gérer
Encore une fois, je vous l'ai dit, les vieux protocoles legacy. Est-ce qu'ils ont le droit d'accéder via les clients lourds avec des vieux protocoles legacy à votre applicatif? On peut aussi faire un device par plateforme. Vous allez pouvoir exclure des plateformes bien spécifiques pour accéder à votre application ou au contraire en autoriser des spécifiques. Encore une fois. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dire quelle est la réaction de conditional access quand une des conditions est respectée ou plusieurs conditions parce que vous pouvez multiplier les conditions. Donc là, on peut dire je grant l'access, donc j'autorise l'accès, mais je requiers une authentification MFA. Bref, vous avez plusieurs méthodes, encore une fois, qui vont être attribuées à votre policy pour accéder à votre ou vos applications via conditional access. Et ça me fait penser à un point que je n'ai pas abordé avec vous, qui est le passwordless dans l'Azure AD. Donc vous savez, l'Azure AD vous permet par défaut de vous connecter soit à l'aide d'un login et d'un password, soit à l'aide d'un smartphone, donc là on rentre dans le MFA, soit à l'aide d'une authentification biométrique, par exemple votre caméra, via du Windows Hello, va pouvoir vous authentifier, y compris dans l'Azure AD. Microsoft, il y a quelques années, a annoncé d'une certaine façon le passwordless en disant moi ce que je vous propose, c'est plutôt que d'utiliser un mot de passe pour accéder à l'Azure AD, ce mot de passe il peut finir par être trouvé parce que vous avez utilisé un mot de passe qui est commun, qui est dans le dictionnaire, ou vous avez utilisé un mot de passe qui est lié à votre histoire personnelle, ça peut être le mot de passe de vos parents, de votre fils, de votre fille, etc. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous authentifier, par exemple, avec Microsoft Authenticator, qui est un service que vous pouvez télécharger sur de l'iOS ou de l'Android. Donc c'est une application, c'est une app, tout simplement, qui va générer un one-time password ou qui va vous afficher sur votre navigateur un numéro, et ce même numéro sera affiché parmi d'autres numéros sur votre apps, et on vous demandera de choisir la bonne, etc. Bref, le principe dans Authentication Method sur l'Azure AD, c'est la fin des mots de passe et l'avènement, d'une certaine façon, d'une authentification forte à base de ce que vous possédez, votre smartphone, ou ce que vous êtes, votre empreinte biométrique ou votre visage, votre faciès. Et donc, dans Authentication Method, vous allez pouvoir créer une policy. Cette policy, par exemple, basée sur Microsoft Authenticator, vous allez pouvoir l'appliquer à vos utilisateurs ou à un certain nombre d'utilisateurs automatiquement. Donc, la prochaine fois qu'ils se logueront, ces utilisateurs, ils seront invités à enrôler un device. Et donc, pour créer cet enrôlement, vous allez créer ce qu'on appelle une campagne de registration, où vous allez définir pendant un certain nombre de jours pour tout nouvel utilisateur qui va s'authentifier dans votre AAD, les méthodes d'authentification qui vont leur être attribuées. Donc par exemple, vous allez dire sur tous mes utilisateurs, maintenant qui vont se loguer dans mon AAD, pendant X temps, je vais leur demander d'enrôler un device et de s'authentifier de manière forte, donc avec Microsoft Authenticator. Pareil, vous avez dans Password Protection la possibilité de définir pour les utilisateurs qui vont se connecter avec leur mot de passe dans l'Azure AD le lockout threshold, c'est-à-dire après combien de tentatives infructueuses le compte va être bloqué et pendant combien de temps. Donc là, par défaut, ça veut dire qu'au bout de 10 tentatives infructueuses, pendant 60 secondes, le compte va être loqué. Et si après 60 secondes, il réessaye l'utilisateur, il se trompe de mot de passe, il est reparti pour 60 secondes. Pareil, ce qui peut être intéressant de connaître, c'est que vous allez pouvoir créer votre propre liste de passwords qui vont être bannis dans l'Azure AD. Donc concrètement, vous pouvez prendre des mots de passe qui sont triviaux, que vous connaissez, qui peuvent être utilisés par vos utilisateurs et qui vont être bannis. Donc ça peut être intéressant aussi de définir ce qu'on appelle les Enforced Custom List pour vos passwords. L'authentification, basée sur Windows Hello. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir authentifier un utilisateur à partir de son faciès vis-à-vis de sa caméra, y compris pour s'activer, pour accéder à l'Azure AD. Et c'est ici que ça se configure. Donc vous avez un certain nombre de paramètres à disposition. Dans Settings, vous allez pouvoir aussi définir les rapports qui vont être envoyés en fonction d'activités suspectes à vos utilisateurs. Voilà. Et vous avez la possibilité de monitorer tout ça dans le champ
monitoring. Écoutez, c'est pas mal déjà. Il est 53. On a vu pas mal de choses. Donc on a vu AIP, Azure Conditional Access, on a vu l'Azure AD, la réplication. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je regarde mes notes. Oui, dernier point. On va parler d'Access Review. Alors j'en ai fait une vidéo dessus sur Access Review, mais je vais en reparler avec vous. Donc Access Review, on le trouve dans Identity et Gouvernance. Donc ça, c'était une des questions qui m'a été posée en début de session. C'est comment faire des revues d'accès dans l'AAD. Il faut utiliser un service qui est payant, qui s'appelle Access Review, alors que vous pouvez utiliser par exemple sur une licence P2. Donc le principe d'Access Review, c'est que vous allez créer une revue d'accès à destination de vos utilisateurs. Alors bien souvent, on va cibler les utilisateurs guest, parce que les utilisateurs guest, c'est les utilisateurs invités pour rappel d'un node tenant. Donc c'est des utilisateurs qui ne sont pas membres de notre société, mais qui font partie d'autres sociétés qui ont été invités. Donc le principe d'Access Review, c'est que vous allez définir une stratégie de revue d'accès. Cette stratégie de revue d'accès, vous allez l'appliquer soit aux utilisateurs guest, soit à tous vos utilisateurs. Vous pouvez exclure de cette stratégie d'accès des groupes particuliers. Donc si c'est du guest user only, vous allez aussi pouvoir lister tous les utilisateurs inactifs. Donc, et configurer ce que vous considérez comme utilisateur inactif en termes de jours où il ne s'est pas connecté. Par défaut, c'est 30 jours. Mais vous pouvez très bien dire, par exemple, si un utilisateur ne s'est pas connecté depuis les 60 derniers jours sur mon tenant AAD, alors je considère qu'il est inactif. Une fois que vous avez défini à qui va s'appliquer la revue d'accès, vous allez définir qui sont les reviewers. En général, c'est les managers des utilisateurs, mais ça peut être aussi les owners des groupes d'utilisateurs. Donc vous allez pouvoir appliquer une revue d'accès à des groupes AAD, et pour chaque groupe AAD, vous avez défini un utilisateur qui va être responsable de la revue d'accès de tous les users. Donc dans mon cas, par exemple, je vais dire que c'est les managers. Je dis que la revue d'accès, sa récurrence, donc sa durée, elle est de 3 jours, et sa récurrence, elle est, on va dire, tous les 6 mois. Elle n'a pas de date de fin. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez recevoir en tant que manager la liste de tous les utilisateurs dont vous avez la responsabilité. Pour chaque utilisateur, vous allez pouvoir dire si oui ou non il a besoin de continuer à être membre de l'AAD ou membre de tel groupe. Vous allez pouvoir aussi demander une justification. Vous allez pouvoir le notifier par email. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi configurer, si le manager ne répond pas à la revue d'accès, qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs dont il a la charge. Alors le no change, c'est l'option par défaut, mais vous pouvez très bien, même si c'est un peu dangereux, faire ce qu'on appelle un remove access. Donc si le manager, pendant les 3 jours de revue d'accès tous les 6 mois, ne répond pas à la revue d'accès, par exemple il est en vacances, il n'a pas défini de backup, même si dans l'outil vous pouvez définir de backup si le manager ne répond pas, imaginez que son backup ne répond pas non plus, on peut aller jusqu'à la suppression des accès. Avant de vous libérer, je ne sais pas combien vous êtes encore dans la session, vous êtes 14. Avant de vous libérer et qu'on parle du jeu concours, il y a un dernier service dont je veux vous parler, qui est ce qu'on appelle les unités administratives. Alors là, ça nécessite quand même d'avoir des connaissances sur l'Active Directory on-premise. Dans l'Active Directory on-premise, messieurs, dames, vous avez donc le concept de domaine, Active Directory. Dans un domaine, vous avez des objets. Les objets les plus communs, c'est les UO. Et dans une UO, on va retrouver des users et des groupes. Et pour ceux qui connaissent, sur les UO, on va appliquer des GPO. Les unités administratives ou administrative unit, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on va faire avec les UO dans l'Active Directory on-premise. Dans l'AD on-premise, une UO représente souvent un groupe d'utilisateurs ou une région ou une ville ou une succursale de l'entreprise. Par exemple, je vais avoir une UO qui s'appelle Lyon. Et dans cette UO, je vais mettre tous les utilisateurs lyonnais, tous les groupes lyonnais, tous les ordinateurs lyonnais.
Et ce qu'on fait souvent sur les UO dans l'Active Directory on-premise, c'est qu'on fait de la délégation d'accès. C'est-à-dire que vous allez définir sur l'UO une ou plusieurs personnes, donc une personne ou un groupe de personnes, qui vont être responsables de la gestion des utilisateurs, des groupes, des computers, des GPO sur cette UO. Donc par exemple, ça va être le support IT de Lyon qui va avoir des accès sur cette UO. Et le truc, c'est que si vous êtes une société internationale, eh ben, les admins IT, le support IT de Lyon n'a pas besoin d'accéder aux ressources qui sont dans différentes autres succursales de la société ou dans différents pays. Donc le principe, c'est je suis le support IT de Lyon, je n'ai accès qu'à l'UO de Lyon, mais pas aux autres UO de ma société. Alors pourquoi je vous parle d'Active Directory alors que depuis le début on parle de Cloud, Azure Active Directory, etc. Eh bien parce que les Administrative Units, c'est le même concept, mais attribué à votre tenante Azure Active Directory. C'est-à-dire que dans les unités administratives, vous allez dire par exemple User Lyon. Vous allez définir une unité administrative d'utilisateur de Lyon. Et dans les rôles qui sont à disposition, par exemple, vous allez dire je vais gérer les devices cloud des utilisateurs de Lyon. Et là, vous allez spécifier l'utilisateur responsable des devices cloud qui sont registrés dans l'Azure Active Directory sur l'administrative unit utilisateur de Lyon. Donc le principe, c'est vraiment un peu le même, c'est je délègue l'administration de certaines ressources utilisateurs groupes à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs pour une partie de mon tenant Azure AD et non pas l'intégralité de mon tenant Azure AD. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les Administrative Units. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette première session Twitch dédiée à la Z500. Aujourd'hui, on a parlé de l'Azure Active Directory, des identités hybrides, des manières de synchroniser des utilisateurs au travers de PHS, PTA, ADFS. On a vu aussi un service qui permet de sécuriser les accès à l'Azure AD au travers d'Azure AD Identity Protection. Ce même service qui est en passe d'être remplacé par Azure AD Conditional Access qui vous permet d'accéder à des applications publiées dans l'Azure AD en fonction de critères. Ces critères, ça peut être l'adresse IP de provenance, l'état du périphérique, ça peut être différents autres critères à disposition. Et puis on a terminé par les Administrative Units qui vous permettent de déléguer l'accès à une partie de l'Azure AD à des utilisateurs ou des groupes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine session Twitch. Salut tout le monde!